Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les dessous de la littérature. À l'occasion de la nouvelle adaptation cinématographique des Hauts de Hurlevent, le roman éponyme d'Emily Brontë, j'ai eu envie d'aborder avec vous plus amplement un pan méconnu de la vie de cette autrice de renom. Aujourd'hui donc, dans les dessous de la littérature, nous nous penchons sur Émilie, et plus précisément sur l'Émilie d'avant les Hauts de Hurlevent, pour percer un peu plus les secrets de cette figure mondiale des lettres, dont on ne sait au final que peu de choses sur la vie. Et avant de nous plonger ensemble dans sa biographie, je vous invite à vous abonner au podcast et si le cœur vous en dit, à la newsletter pour être informé des nouveaux épisodes. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à m'écouter et c'est donc avec un sentiment infini de reconnaissance que je vous dis merci. Mais à présent, trêve de remerciements, trêve de bons sentiments, nous partons pour les paysages âpres de la campagne anglaise, balayés par le vent, dans les Landes, là où nul arbre ne vient briser la ligne de l'horizon, et où seule la bruyère consent à s'échouer et à égayer de son violet les environs. C'est là donc que nous allons pour partir à la rencontre d'Emily Brontë, qui naît le 30 juillet 1818. Elle est la sœur de Charlotte Brontë, future autrice de Jane Eyre, d'Anne Brontë et de Branwell, ce frère maudit dont j'aurai sans doute l'occasion de vous reparler plus tard. Il faut aussi imaginer le presbytère, celui de Haworth, dans le Yorkshire, qui compose l'essentiel du décor de la vie d'Emily, aux côtés des Landes. Le cadre est posé, il est complet et nous pouvons débuter. En guise de personnage, j'ai déjà introduit la fratrie, mais il me faut à présent vous présenter le père, Patrick Brontë, pasteur de son état au sein de ce même presbytère, et qui sera finalement le seul parent vraiment proche de son entourage, puisqu'Émilie assiste durant son enfance à la mort précoce de sa mère. On sait également de son jeune âge qu'elle disposera d'une grande liberté dans son apprentissage, dans la mesure où son père, Patrick, est très progressiste et ne censure absolument pas les lectures de ses enfants, les enjoignant à se former eux-mêmes leur esprit critique. La fratrie passe le plus clair de son temps ensemble et a accès non seulement à la bibliothèque familiale, mais également aux journaux et aux chroniques de la vie anglaise. D'ailleurs, ce sont les journaux qui façonneront beaucoup le rapport qu'entretiennent les enfants avec le monde extérieur, puisque de manière presque exclusive, et comme le témoignage le démontre, la famille vit de manière un peu recluse sur elle-même. Émilie, durant sa courte vie, dans la mesure où elle mourra à 30 ans, montre assez rapidement de très grandes réticences à s'insérer dans le monde extérieur, et en somme, à tout ce qui compose de près ou de loin ce grossier tableau de la réalité. Les tentatives pour la scolariser se soldent par des échecs, de même que son séjour à Bruxelles en 1842, où elle accompagne Charlotte, dans un pensionnat où elle étudiera le français et l'allemand. Et même si elle montre de très bonnes aptitudes au piano et pour Beethoven tout particulièrement, elle se languit vite de sa lande et elle retourne bientôt à Haworth. Et là-bas, il semble qu'à son retour, elle ait rempli le rôle de femme un peu à tout faire du presbytère, ce qui lui laisse finalement tout loisir, à côté des tâches ménagères, d'effectuer de longues promenades dans les alentours et surtout tout loisir pour l'écriture. Les quelques témoignages qui nous parviendront après sa mort dépeignent une femme proche des animaux, avec une petite réputation bien tenace de sauvageonne, emplie de vigueur physique. Et un peu donc à l'image de l'indomptable Catherine, sa protagoniste. Pour dire, un témoignage rapporte même qu'un jour où elle aurait été mordue violemment par un chien, elle se serait cautérisé la plaie elle-même au fer chaud. Et dans une autre rumeur à son propos, on rapporte qu'un de ses chiens, ayant voulu dormir avec elle alors que c'était interdit, serait monté dans son lit. Émilie l'aurait alors battue à poings nus. Voilà. Ça vous donne une petite idée du personnage. Que ce soit de simples propos mal intentionnés, des rumeurs, c'est fort possible. Mais en tout cas, ils convergent en ceci qui nous donne quand même une certaine image d'une personnalité qui semble avoir été, pour le moins, ombrageuse. Ses premiers pas littéraires se font sous la forme de poèmes principalement, mais ça, je vous avoue que je vais le laisser de côté parce que j'y reviendrai en seconde partie d'épisode. Toujours est-il qu'elle, Charlotte et Anne vont publier à compte d'auteur leur production en prenant des noms d'emprunts masculins, pressendant sans doute que l'époque n'était pas tout à fait favorable au récit de femmes. Émilie Brontë sera ainsi Élise Bell dès 1846 et également l'année suivante lorsque, toujours sur ce nom, elle publie le fameux Hauts de Hurlevent qui reçoit, dès le départ, un accueil finalement assez intrigué, pantois, oserais-je même dire, de la part de la critique.
Concrètement, la plupart des critiques littéraires voient arriver ce livre, qui est quand même une plongée terrifiante dans le mal avec un M majuscule, et dans tout ce que la société peut avoir de tabou. Le quasi-inceste, les violences, la profanation de tombes. Bref, dans tout ça, eh bien, les pauvres critiques littéraires en restent les bras ballants, y voyant là une œuvre pour le moins audacieuse et avant-gardiste. Mais quelques années plus tard, ils changeront d'avis en apprenant qu'Élisabeth n'est autre qu'une femme et pourront alors pousser un profond soupir. Ouf, plus besoin de considérer ce roman comme grandiose, mettons-le simplement sur le compte d'une bonne femme hystérique, cela suffira amplement et enterrons-le pour plus de bonnes mesures. Heureusement pour eux, Émilie Brontë, de son vivant du moins, n'est absolument pas à cheval sur la notoriété. Elle poursuit sa vie dans la campagne, ses promenades quotidiennes dans la lande avec ses chiens, et elle commence également à prendre en charge les soins prodigués à son frère Branwell, qui, après une déception amoureuse, sombre dans l'alcool et l'opium. Il revenait donc à Émilie, enfin en tout cas c'est elle qui s'est attribué cette tâche-là, d'aller le chercher au pub dans la nuit et de le ramener lorsqu'il était trop ivre pour rentrer. J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire qu'il la remercia pour tous ses efforts, mais malheureusement l'histoire, comme dans son roman, s'achève mal, puisque Branwell avait contracté la tuberculose, hautement contagieuse comme on sait, et c'était donc également par son entremise qu'Émilie tomba gravement malade. Entêtée comme elle semble l'avoir été sur tous les pans de sa vie, elle refuse catégoriquement, est-ce une surprise, j'ai envie de vous le demander, de consulter et de se faire soigner. Et elle rejoint bientôt Branwell dans la tombe, en décembre 1848. Sa vie aura finalement été un peu à l'image de son unique roman, d'un romantisme noir, gothique, où l'on croit presque apercevoir Hamlet et ses questionnements existentiels en arrière-plan, empreint d'une solitude volontaire, du haut de ce presbytère battu par les vents, et dont la fin précipitée, là encore, se fait l'écho de la mort de ses protagonistes dans ce qui deviendra, encore aujourd'hui, un succès absolument planétaire. À présent que nous avons passé ensemble en revue la brève existence d'Émilie Brontë, je vais pouvoir vous parler d'Émilie avant les Hauts de Hurlevent, enfin surtout autour, car il semblerait bien, de son point de vue à elle en tout cas, que ça ne soit pas son roman qui l'ait occupé le plus de temps et qui ait eu le plus d'importance par rapport à son imaginaire et au regard de l'attachement sentimental. Pour vous expliquer tout ça, il me faut remonter à juin 1826. En 1826, Émilie a alors 8 ans, et son père offre à Branwell, le frère, vous vous souvenez, celui qui finira par sombrer dans l'alcool, la drogue, le désespoir et la tuberculose, dans une véritable liste à la Prévert, 12 petits soldats. Là, je dois vous avouer que j'ai passé un temps assez considérable à chercher s'il s'agissait de soldats de plomb ou de bois, puisque j'ai trouvé des sources assez contradictoires et donc qui ne concordaient pas toujours sur ce point malheureusement. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire, et ce qui a fait montrer ma frustration d'un cran lors de cette préparation d'épisode. Mais bon, pour le bien de cette histoire et afin de ne pas trop m'avancer, je dirais donc qu'il s'agissait de 12 petits soldats enjouis. Bref, lorsque Patrick les offre à son fils, oui, toujours celui-ci qui finira par sombrer dans l'alcool, la drogue, le désespoir et la tuberculose, et promis, j'arrête là mon comique de répétition, il ne se doute pas qu'il vient d'offrir le plus beau des cadeaux qu'il pouvait imaginer pour l'ensemble de la fratrie. Parce que non seulement Branwell y jouera, mais également Charlotte, Anne et bien sûr Émilie. Tous ensemble y créeront un véritable royaume imaginaire, dessineront des cartes de ce qui sera désigné comme étant la saga de Glasstown. Fortement inspiré des conquêtes coloniales dont ils lisent jour après jour l'actualité dans les journaux, notamment dans le Blackwood Magazine, la carte de Glasstown qu'ils dessinent s'inspire en partie des reliefs géographiques de l'Afrique et y situe d'ailleurs ce royaume, imaginaire toujours, en Afrique de l'Ouest. Les trois sœurs et leurs frères se mettent progressivement à déployer l'imaginaire autour de ce royaume par le biais de récits, de poèmes, de journaux et de pièces de théâtre très sophistiquées. Émilie d'ailleurs réalisera de minuscules livres de la taille de petites boîtes d'allumettes, rédigés bien évidemment à l'intérieur et qui seront à l'échelle des fameux soldats pour qu'ils puissent s'en emparer. Ce qui aurait pu être juste un interlude d'enfance, un petit peu comme si je vous racontais une anecdote sur Stephen King en train de jouer au Lego quand il était enfant, eh bien justement ça ne le sera pas. En tout cas, pas pour Émilie. Charlotte et Branwell, eux, en effet, se détourneront de ces jeux imaginaires en devenant adolescents puis adultes de manière assez classique et cesseront bientôt d'alimenter la saga de Glasstown. Mais Émilie, accompagnée de sa sœur Anne, et que beaucoup de leurs contemporains considéraient d'ailleurs comme sa jumelle, accorde à cette mise en scène et à ce déploiement de l'imaginaire une importance tout autre.
il semble qu'elles aient vécu le délaissement par Branwell et Charlotte comme une sorte de trahison, un abandon, si bien qu'elles vont faire quasiment sécession, et en 1831, Émilie et Anne imaginent alors un second royaume imaginaire qui donnera naissance à la seule autre production littéraire conséquente d'Émilie, ses poèmes. Ces derniers sont en effet pour l'immense majorité écrits avec la vocation de s'insérer dans ce que l'on appelle le cycle de Gondal, et d'où partiront aussi d'autres créations secondaires, comme le royaume de Gaaldine. En disant cela, j'ai presque l'impression d'entendre au loin la musique du Seigneur des Anneaux, et à tout moment je vois déjà surgir les orques pour assiéger mon appartement. Mais c'est pas totalement faux d'ailleurs, puisque le nouveau royaume imaginaire de Gondal qu'elles imaginent est plus rude, plus austère que les précédents. À travers les poèmes, puisque c'est un petit peu une des seules traces qui nous est laissée de ces jeux d'enfants et puis ensuite d'adultes, on y découvre des royaumes combattants, des conspirations, des luttes pour le pouvoir, des vengeances sanglantes, dans un imaginaire du mal, sans doute à la fois influencé par ses lectures, également par les courants de l'époque, dont Lord Byron est un bon exemple, mais aussi par l'omniprésence des interdits de la religion qui constituaient tout de même leur quotidien. En guise d'illustration, je vous propose de découvrir son poème « Je viendrai quand tu connaîtras la pire angoisse », ça donne déjà le ton, daté de 1837. Je viendrai quand tu connaîtras la pire angoisse, allongé, seul, dans la chambre assombrie, la folle joie de la journée évanouie et l'heureux sourire banni des ténèbres glacées du soir. Je viendrai quand le vrai sentiment de ton cœur régnera pleinement, sans rien pour le gauchir, et que mon influence, se glissant en toi, aggravant la désolation, gelant la joie, emportera ton âme. Écoute, voici l'heure. Voici, pour toi le moment redoutable. Ne sens-tu pas déferler sur ton âme un flot d'étranges sensations, signe avant-coureur du plus rude pouvoir, héros de mon avènement. À la tête de Gondal se trouve une femme, Augusta Géraldine Almeida, dite AGA. Et souvent, les poèmes sont composés en son nom, ou alors la voix d'Émilie se confond avec la sienne. En voici un qu'Émilie signe des initiales de son personnage, AGA donc, le sommeil vient sans nulle joie. Le sommeil vient sans nulle joie, jamais ne meurt le souvenir. Mon âme vit dans la détresse et les soupirs. Le sommeil vient sans nulle paix. Les ombres des morts que jamais mes yeux ouverts ne peuvent voir hantent ma couche. Le sommeil vient sans nul espoir, son règne les fait apparaître, et leur dolent cortège aggrave l'ombre funèbre. Le sommeil vient sans nul regain, de force neuve et de courage. J'affronte une mer plus sauvage, un flot plus noir. Le sommeil vient sans nul ami, qui m'apaise, m'aide à souffrir. Dans tous les yeux, rien que mépris, je désespère. Le sommeil vient sans nul désir, dont réarmé mon cœur meurtri, sinon du sommeil de la mort et son oubli. Pour vous dire un peu la place que tiennent ces royaumes imaginaires et la production poétique inhérente aux yeux d'Émilie, eh bien, voici une énième anecdote. Puisque 2 ans avant sa mort, elle rédige encore un poème qui s'insère également dans le cycle de Gondal, à l'âge donc tout de même de 28 ans. Ce qui veut dire que 2 décennies durant, Émilie va nourrir son imaginaire gothique, un peu sombre, tragique et shakespearien de ces royaumes, et on peut d'ailleurs lire les Odes de Hurlevent, mais aussi sa production poétique, sous un jour nouveau quand on a ça à l'esprit. On se quitte enfin sur une note plus douce, avec un poème de 1844 qui s'intitule « À l'imagination ». Lorsque, lassée du long souci du jour et ballottée de peine en peine, je suis perdue, prête à désespérer, ta bonne voix de nouveau me rappelle. Ô ma fidèle amie, comment serais-je seule, tant que tu peux parler sur pareil ton ? Le monde du dehors est si vide d'espoir, que m'est 2 fois précieux le monde du dedans. Ce tien monde, où jamais ne règne ruse et haine, non plus que doute et froid soupçon. Où toi et moi, d'accord avec la liberté, exerçons souveraineté indiscutée. Qu'importe que, de toutes parts, le péril, le péché, la ténèbre nous pressent, si nous gardons ancré au fond de notre cœur
un brillant ciel immaculé, chaud des 1000 rayons mêlés, de soleil qui jamais ne connaissent l'hiver. La raison peut souvent se plaindre en vérité du triste train de la nature, et révéler au cœur souffrant combien ses rêves sont voués à demeurer vains. Et la réalité peut piétiner, brutale, les fleurs de l'imagination à peine écloses. Mais tu es toujours là pour ramener les visions latentes, pour parer le printemps dépouillé de nouvelles splendeurs et tirer de la mort une vie plus exquise, évoquant d'un souffle divin de vrais mondes aussi lumineux que le tien. Je ne crois guère en ta félicité fantôme, mais à l'heure apaisée du soir, c'est toujours, oui, toujours avec reconnaissance que je te vois venir, ô bienfaisant pouvoir, infaillible consolatrice, et quand l'espoir se meurt, plus radieux espoir. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle anecdote des dessous de la langue cette fois-ci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute, d'une part parce qu'il n'y a rien de plus encourageant que vos retours, et d'autre part parce que c'est aussi une contribution précieuse pour m'aider à rendre visible ce podcast. En attendant, je vous dis à très bientôt dans les Landes, balayées par le vent et fleuries par la bruyère.